les choses bougent à Marseille, les choses bougent aussi à l'autre bout du monde, et que Medellín est un exemple très intéressant. Et on va être, je crois, en direct avec le maire adjoint de Medellín dans quelques instants. Juste ce qu'on pourrait ajouter, c'est le Wall Street Journal, et puis prix du Forum de Singapour, prix du Forum de Barcelone. C'est-à-dire que la reconnaissance de Medellín, elle est internationale. Et ça, Francis peut nous le raconter, puisqu'il revient de Colombie, qu'il a visité. J'étais effectivement à Medellín il y a 3 semaines, où j'ai interviewé Jorge Pérez, et j'ai pu visiter ce qui va sans doute nous montrer, c'est-à-dire tous les outils, la connexion qui a été établie entre ce qu'on appellerait nous ici les bidonvilles et qu'on appelle là-bas comunas populares, qui sont sur les collines et qui est des endroits très dangereux, beaucoup de violence, et le centre-ville pour que les gens puissent s'intégrer à la dynamique urbaine. Alors Francis, je voudrais juste prévenir que pour tout de suite, je pense qu'on va faire ça en espagnol et que je traduirai. Donc il faudra être un peu patient, mais on va essayer de faire que ça marche. Déjà, on va voir si on est Smart City, si ça va marcher, ce direct. Oui, dans ce que tu racontais de ce que tu as découvert à Medellín, il y a quelque chose d'intéressant. C'est quand on parle de fluidité de mobilité, c'est que ça implique plusieurs choses. Un, il y a le déplacement des personnes. Et donc là, il y a des solutions très innovantes et même inattendues parce qu'elles existent tellement dans notre paysage sans qu'on imagine qu'elles peuvent être des solutions à Medellín, rappelons-le, qui a été à un moment la capitale mondiale de la criminalité. Donc grâce à ces solutions et une vision politique et des outils mis au service de cette vision politique, la criminalité a dégringolé de 95%, ce qui est pas rien, et d'où ces récompenses internationales. Et d'autre part, fluidité, mobilité, ça a à voir avec l'éducation, avec la culture, c'est toute une façon d'envisager. Francis. Alors, en attendant Jorge, d'abord un chiffre que je viens de retrouver dans mes notes de l'interview avec lui, et qui va faire pâlir M. Gaudin, c'est qu'en quelques années, mais je n'ai pas le nombre exact, mais ce n'est pas beaucoup, je ne sais pas si c'est une mandature municipale ou deux, le chômage est passé de 23% à 9,1%. C'est une réduction encore plus grande que le 26% ou 13% que nous avons entendu ce matin. Deuxièmement, donc c'est lié avec ce que tu dis, Max, c'est-à-dire qu'en ouvrant les communications entre les collines et le centre-ville, on a permis aux gens d'abord de participer à la vie du centre-ville et on a invité des universités, des entreprises à créer des points d'activité dans les hauteurs. Les deux outils, les deux technologies qui ont été utilisées ne sont pas des technologies ultra sophistiquées. C'est des escaliers roulants d'un côté et un ou deux, je ne sais plus, ça dépend du nombre de lignes, téléphériques qui permettent de sauter par-dessus les collines. Et donc, ces escaliers roulants, et j'en ai pris un qui est avec 6 tronçons, ça permet de monter tranquillement vers le haut, de redescendre. Il y a les escaliers roulants sont de la taille de ce qu'on trouve dans un grand magasin à peu près, mais comme il y en a 6, ça permet de monter très haut. À chaque plateforme, pour changer d'escalier, on a des gens qui sont là et qui assurent que ça se passe bien. Et la municipalité a invité des entreprises à créer des points de travail en haut. Il y a des bibliothèques. J'ai visité une bibliothèque qui est juste en face d'une prison désaffectée. Mais il y a des bibliothèques où, par exemple, il y avait des gens qui avaient accès à des ordinateurs, il y avait des livres, et il y avait un centre communal pour l'attention aux jeunes femmes enceintes. Donc il y a toute une dynamique sociale, culturelle, industrielle et d'emploi qui change la dimension. Un des points qui me paraît extrêmement important à comprendre, Jorge Pérez était doyen de l'école d'architecture au pire moment, et ils ont commencé, et ça c'est très intéressant sur le temps de la ville, ils ont commencé à se demander
comment ils pourraient améliorer leur ville en tant qu'architecte et urbanisme dès 93, 95, etc., c'est-à-dire au pire moment. Puis il y a eu des changements politiques, il y a eu des changements de municipalité, et ils ont finalement été invités à participer avec leur vision, d'une part. Et d'autre part, il y a un très fort tissu associatif historique. C'est-à-dire que cette partie de la Colombie a une identité spécifique, ils s'appellent les paisas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et il y a des associations d'éleveurs, de producteurs de café, des associations culturelles, etc. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu la même dynamique qu'on a trouvée en Italie du Nord, où il y a une société civile forte, mais qui puise sa dynamique dans une tradition historique qu'on retrouvait dans les chorales, dans les clubs de foot et dans des choses comme ça. Et donc, comment on capitalise ça pour en faire un outil de... Mais je suis en train de parler de Medellín et on ne voit toujours pas Jorge Pérez. Si, mais je crois qu'il est là, non? Est-ce qu'on va le voir? Jorge? Hello, hello everyone. Hola. Puedes hablar español y yo traduciré lo que digas. Perfecto, Hola. perfecto. Bueno, buenas tardes. Es un verdadero honor y un gran placer en representación de mi ciudad poderlos acompañar a través de la red y compartirles un poco de esta experiencia que nosotros denominamos una ciudad para la vida, que no es nada más ni nada menos que una de esas expresiones que estamos buscando todos en el mundo por lograr que la urbanización nos provea sociedades urbanas más incluyentes, más sostenibles y más dignas para todos. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent l'espagnol ici, parce qu'il n'y a pas moyen que je me rappelle tout ce qu'il a dit. En gros, il est très honoré de participer à ce final du Forum de Smart City et de nous raconter comment il a fait pour rendre une ville plus vivable, plus durable, plus humaine. Jorge. Ustedes tienen una imagen detrás de mí que es una imagen satelital de Medellín y que me pareció bien para que tengan alguna lectura de lo que es la forma urbana de mi ciudad. Là, vous avez derrière lui une image prise par satellite de Medellín qui lui paraît bien pour vous donner une vision de la réalité physique de la ville. Lo fundamental que me gustaría compartirles, y por eso la charla se llama Una ciudad para la vida, transformación urbana a través de un proceso colectivo. Le titre de sa présentation, c'est Une ville humaine, la transformation urbaine grâce à un processus collectif. En el sentido de que nuestra ciudad ha sido pues, reconocida en el mundo por su profunda crisis del pasado, por una etapa muy difícil. La ville était connue pour son processus, pour l'étape difficile qu'elle a connue et que nous évoquions tout à l'heure. Y que a través de unos diversos, ricos procesos democráticos, participativos, ha sido posible superar buena medida. Ils sont arrivés à dépasser cette étape grâce à des processus complexes de participation. Vamos pasando las imágenes. Esta es una foto de Pepe Navarro, un extraordinario fotógrafo catalán. C'est une photo de Pepe Navarro, un extraordinaire photographe catalan. Il va en montrer plusieurs. Que registra de una manera muy bella esa ciudad al fondo, en la base del Valle de Aburrá. Et qui représente la ville au fond de la vallée dont j'ai oublié le nom. J'ai pas bien compris le nom, mais c'est pas très grave. Desde una vivienda periférica, precaria, donde vive buena parte por muchos años de nuestra comunidad. Et donc, oui, où on voit une vision périphérique des conditions relativement précaires, des conditions précaires dans lesquelles vivent une bonne partie de la communauté. Y que es el reto que tenemos de construir una sociedad más incluyente, más equitativa. Et leur défi, c'est donc de construire une société plus inclusive et plus équitative. Esta es una imagen desde el centro del valle vista hacia el centro tradicional y el centro cívico moderno de la ciudad. C'est une vue du centre historique et du centre moderne en même temps de la ville.
Next. Esta es una localización de Medellín en el contexto de Colombia y de Sudamérica. Ça, c'est Medellín au centre de la Colombie. Ustedes ven que Colombia está en el extremo noroccidental de Sudamérica, al lado de los dos océanos. C'est donc la Colombie qui est située au nord-ouest de l'Amérique du Sud et avec un accès sur les deux océans. Y Medellín es la ciudad más importante del noroeste de Sudamérica. Et c'est la ville la plus importante du nord-ouest de l'Amérique du Sud. Vecina a la selva del Chocó, en el costado del Darién. Qui est voisine d'une sorte de forêt vierge qui s'appelle la Ceiba del Chocó, dans le Darién, qui est une des plus grandes forêts tropicales sauvages. Pero también localizada en la cordillera de los Andes, en la parte final de la cordillera de los Andes. Et donc ça se situe à la fin nord de la cordillère des Andes. Next. Esta es una imagen del valle donde está localizado Medellín. Es un valle muy estrecho. Donc ça, c'est la vallée qui est extrêmement étroite dans laquelle se trouve Medellín. A 1500 metros de altitud sobre el nivel del mar. À 1500 mètres d'altitude. Y que está 10 municipios a lo largo del río Medellín que va de sur a norte. Et donc il y a une rivière, c'est tout au long d'une rivière qui va du sud au nord. 10 municipios con una gran autonomía. En Colombia, el alcalde y el municipio tienen una gran autonomía de gobierno. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que les maires en Colombie ont une très grande autonomie dans la gestion de leur ville. Ustedes ven que la configuración plantea montaña al este y al oeste. J'ai perdu un mot, mais donc il y a, je sais pas quoi, à l'est et à l'ouest. Je suis désolé, j'ai pas entendu le mot. Lo que genera una configuración geográfica realmente muy hermosa. Donc c'est une très belle configuration géographique et merci pour la traduction. Next. Ustedes ven ahora una imagen desde el suroccidente de la ciudad que les permite leer hacia el norte cómo es la montaña la que siempre está presente. Donc ça permet de voir depuis le sud de la ville comment la montagne est omniprésente autour de la ville. Next. Esta es una imagen de todo el Valle de Aburrá en su proceso de urbanización. Donc ça c'est une image de la vallée en question dans son processus d'urbanisation. En rojo, la ciudad como era en los años 50. Ça montre la ville dans les années 50. Y hoy la imagen configurada de la región metropolitana. Et aujourd'hui, donc le reste, le développement actuel. Je suis désolé, il y a des mots que je n'ai pas entendus. La urbanización ha sido uno de nuestros mayores retos porque en los últimos 65 años la ciudad creció 6 o 7 veces su población. Donc l'urbanisation a été de leur plus grand défi parce qu'au cours des 75 dernières années, la ville s'est développée a cru entre 6 et 7 fois. Next. Esta gráfica describe una síntesis de la historia de la ciudad que durante el siglo pasado tuvo un gran desarrollo y crecimiento como sociedad urbana. Ça montre la croissance du développement urbain au siècle dernier, qui a été considérable. Medellín fue una ciudad muy pujante, muy dinámica y con gran progreso hasta los años 70. Medellín a connu de grands progrès et un dynamisme considérable jusqu'aux années 70 du XXe. Con una tradición de trabajo asociativo, de planificación y de procesos urbanos. Avec une tradition de travail associatif, comme je vous le disais tout à l'heure. Sin embargo, la explosión de la urbanización, fundamentalmente a través de procesos, muchos de ellos informales. Mais l'explosion urbaine à travers de processus largement informels. La destrucción del ferrocarril colombiano que desconectó a la ciudad con la economía global. La destruction, dijiste? Sí. Donc la destruction du chemin de fer, parce que Medellín a été créé, ce qu'il m'a expliqué la dernière fois,
grâce à l'introduction d'un centre ferroviaire. Et donc ce centre ferroviaire a été déçu, ce qui a posé des problèmes à la ville, qui l'a déconnecté. Generó una gran crisis económica en los años 70-80, complementada Donc ça a généré une grande crise économique dans les années 70-80. con procesos de inequidad, de exclusión, que con el narcotráfico Lié à un processus social d'inégalité, d'exclusion sociale, tout ça. generaron una profunda crisis que se vio críticamente agravada por la violencia y el terrorismo. Et donc ça s'est transformé en une crise très violente, compliquée par le terrorisme. Fundamentada en nuestra comunidad, en nuestro capital humano, Et en se basant sur la communauté et sur le capital humain de la ville, desde el año 1990 empezó un gigantesco proceso de discusión y trabajo colectivo en commençant dans les années 90, ils ont lancé tout un travail de discussion collective que fomentó participación ciudadana, planificación social, fortalecimiento de la democracia. Avec une participation citoyenne, renforcement de la démocratie. Que hizo de la crisis nuestra gran oportunidad. No te entendí, perdón. Que hizo de nuestra crisis nuestra gran oportunidad como qui a sociedad. fait, et ça c'est un point qui développe souvent, qui a fait de la crise une extraordinaire opportunité pour aller de l'avant. Hemos construido una visión colectiva integrada de largo plazo. Nous avons construit une vision collective à long terme, intégrale, que ha permitido la emergencia de un proyecto cívico de largo plazo. qui a permis l'émergence d'un processus civique à long terme. Yo creo que detrás de Medellín lo que es trascendente es cómo hemos construido un proyecto ciudadano. Donc le plus important en ce qui concerne Medellín, c'est comment nous avons construit un processus citoyen con base en la convergencia de los sectores sociales, privados, académicos y públicos. et qui repose sur la convergence des secteurs privés, universitaires et citoyens. Next. Y eso es lo que ha sido, digamos, trascendental, porque hoy Medellín es un proyecto de todos, es un proyecto colectivo. Aujourd'hui, Medellín est un projet de tous. Que ha hecho que esta ciudad, que es una ciudad joven, no una ciudad con la tradición urbana europea antigua, sino una ciudad de pocos años, À la différence de beaucoup des villes européennes, la plupart des villes européennes, c'est une ville jeune. ciudades como las nuestras reclaman también construir la ciudadanía. Ce qui implique, le fait que ce soit une ville jeune, implique de construire aussi la citoyenneté. La combinación de planificación, gestión y acciones urbanas La combinaison de la gestion des actions urbaines. Je ne suis pas du tout traducteur, vous vous en rendez compte, excusez-moi. Perdón, adelante. ha permitido que con creatividad e innovación Ça a permis qu'avec innovation et créativité, hayamos podido utilizar el urbanismo, la infraestructura y la arquitectura nous ayons pu utiliser l'urbanisme, l'architecture pour aller de l'avant, para construir un proyecto social, Next, pour construire un projet social que como define nuestro alcalde Aníbal Gaviria, es un proyecto de una ciudad para la vida y la equidad. pour construire une ville qui est pour la vie et l'égalité, comme le dit le maire Aníbal Gaviria. Es una ciudad que entiende que si el mayor reto de la sociedad contemporánea es la urbanización,
C'est une ville qui comprend que si le plus grand défi de la société d'aujourd'hui, c'est l'urbanisation, en un país como Colombia, que ya tiene el 78% de su población urbana, dans un pays comme la Colombie, dont 78% de la population est déjà urbanisée, significa que el reto de la sostenibilidad del planeta y de la sociedad humana está en las ciudades para la vida. ¿Puedes repetir, por favor? Porque escuché lo que decía. Por favor, de nuevo. Significa que el reto de la sociedad humana para construir desarrollo sustentable está en construir ciudades para la vida. Ça veut dire que le défi véritable pour le développement durable, c'est des villes équitatives et toujours l'utilisation du mot sustentable qui veut dire durable, mais qui est une autre façon d'utiliser le terme. Jorge, ¿nos puedes dar tu conclusión para tal vez dar lugar a una pregunta o dos de la sala? Sí, voy a pasar muy rápido por unas imágenes que las pueden ir pasando sin que yo las describa. Ok, il va passer des images donc, qui n'a pas besoin de décrire. Pero para significar que lo trascendente es que hemos construido lo público, la vida pública a través del espacio público. L'essentiel, c'est la construction de la vie publique à travers d'espaces publics. Donc il nous montre la carte là et des différents exemples dans les images précédentes. La crisis urbana de los años 90 fue también una crisis de vida pública y cívica. La crise des 90 était aussi une crise de la vie publique et des vies civiques. Y hemos aprendido a usar el urbanismo, a usar la arquitectura y a usar la infraestructura para transformar la segregación y la exclusión en vida colectiva. Et nous avons appris à utiliser l'urbanisme et l'architecture pour transformer la marginalisation en intégration. Traduction approximative, mais c'est pas faux. Esta imagen es una antigua montaña de basuras a cielo abierto. Ça, c'est une enseigne montagne d'ordures à ciel ouvert. Que terminó siendo habitada por más de 10.000 personas. Qui a été habitée par plus de 10 000 personnes à un moment. Enfin, terminó. Y que fue transformada a través de ingeniería, urbanismo y arquitectura en un jardín y en una huerta urbana. Et qu'elles ont transformé grâce à un travail architectural en un jardin et un potager urbain. Vayan pasando las imágenes, estas son el uso de escaleras mecánicas para generar tal vez podamos mostrar un poco más imágenes y pasar a la conclusión. Y yo quisiera que la sala te hiciera una pregunta. Donc voilà les images. L'image du téléphérique dont je vous ai parlé. ¿Tienes de las escaleras? Ça, c'est le téléphérique. Estaba anterior. Ok, vous avez vu les escaliers roulants avant. Voilà un des téléphériques. Voilà une des stations de téléphérique. Et voilà, dans ces stations, il y a des points de connexion multimodaux avec différents moyens de transport. Et donc pourquoi le téléphérique? Parce que c'était finalement beaucoup moins coûteux que dans un pays montagneux de faire des routes ou autoroutes. Ça n'aurait été pas économiquement possible. Or, on a eu un système directement connecté au centre-ville, sans faire de la thrombose automobile. Donc, avec ces moyens réinventés, on a trouvé des solutions durables. No sé si es una pregunta, pero dice que en vez de alimentar, que era menos costoso que construir carreteras y que no hubo oportunidad, y gracias a eso no se ha creado una trombosis de asfixia automóvil en el centro de la ciudad. ¿Por qué escogieron este tipo de relación entre las comunas populares y el centro? Donc moi je lui ai demandé pourquoi il avait utilisé ce type de communication. La ciudad desde los años 50 fue una ciudad planificada para el automóvil y el zoning, después de un plan inspirado en las teorías de Le Corbusier. Donc dans les années 50, c'était une ville planifiée pour la ville
qui suivaient de près les théories de Le Corbusier. Pero la configuración del valle estrecho y con altas pendientes Mais la configuration de cette vallée très étroite et avec des pentes très prononcées nos enseñó que lo más equitativo y lo más sostenible nous a enseigné que le plus équitatif et le plus durable, es fomentar una ciudad que crece hacia adentro, más densa y más compacta, donc c'est de créer une ville qui croît vers l'intérieur, plus dense et plus compacte, y que se fundamenta en el transporte público y los sistemas no motorizados. et qui repose sur le transport public et, et le déplacement non motorisé. Francis, Max, moi je propose qu'on invite l'année prochaine Jorge Pérez ici, présent. Peut-être qu'il faudra des escaliers roulants pour aller à Notre-Dame de la Garde ici à Marseille. Ça sera peut-être une innovation pour l'année prochaine. Ou un téléphérique. Ou un téléphérique pour aller à Notre-Dame. Est-ce qu'il y a des de la questions à Jorge Pérez? Están diciendo que el año que viene te van a invitar y que van a instalar escaleras y teleféricos para acceder a las pendientes de la ciudad de Marseille. Alors, il y a une question. Pero lo importante es que para nosotros la infraestructura de transporte se convirtió en un mecanismo de integración e inclusión social de una sociedad fragmentada y fracturada. Aquí una pregunta. Donc, juste, je vais traduire quand même ce qu'il a dit, c'est que cette connexion par les transports publics, ça a permis d'intégrer plus la société, de rompre avec une société qui était fragmentée. Non. Vous parlez dans le micro? Non, il ne marche pas. Bon, et il parle beaucoup. Ah, ça marche. Ça marche. Il parle beaucoup de l'inclusion, les problèmes résolus par l'inclusion citoyenne, l'implication des gens. Mais il n'a pas parlé de l'économie, par exemple. Comment a évolué le taux de chômage dans sa ville? ¿Cómo evolucionó la tasa de desempleo en tu ciudad? Después de la crisis urbana, en 1990 teníamos alrededor de 23% de desempleo y hoy estamos alrededor de 9.1%. Donc dans les années 90, ça avait 23% de chômage et maintenant ils sont à 9%, 9,1%. Donc c'est ce que tu avais dit. C'est ce que j'avais dit. On remercie notre invité. Y bueno. Jorge, muchísimas gracias por haber tomado tiempo. La gente te está aplaudiendo. Gracias. Gracias en nombre de Medellín. Es un placer. Y el año que viene en Marseille. Merci. Adios. Bon, merci Francis. Hein. Tu as joué et improvisé le rôle de traducteur, mais tu as été parfait. Je ne suis pas traducteur et je n'aime pas parce que je fonctionne dans les deux langues et donc je ne traduis pas. Voilà, mais bon. Bon, Max, je crois que tout le monde a envie de voir peut-être le coucher de soleil Absolument. sur Marseille. Et en plus, de dans des traquer. conditions formidables, puisque je crois qu'il y a une manifestation participative. Là, il y a un cocktail où on va pouvoir tous trinquer. Voilà. Merci en tous les cas à toutes et à tous d'avoir participé à cette première édition du forum. D'ores et déjà, on peut vous donner rendez-vous l'année prochaine, ça sera le 30 septembre. Voilà, le 30 septembre. Et donc, on va essayer d'intégrer encore plus des ressources locales, c'est-à-dire vraiment tout ce qui fait le succès de ce territoire, et en même temps international, essayer de croiser les expériences. Voilà, c'est la dynamique qu'on est en train de construire avec la municipalité de Marseille. Et donc, encore une fois, il faut vous remercier, vous tous qui avez été là toute la journée. Et effectivement, 1600 personnes, 9000 billets, c'est formidable, c'est enthousiasmant. Remercier toutes les équipes de la mairie de Marseille et du Pharo, Isabelle Carta, vraiment, je crois qu'on peut les applaudir parce que si tout s'est passé formidablement aujourd'hui, c'est grâce à leur implication, la rédaction de la Tribune, toutes les équipes de la Tribune.